Bonjour, je suis Rémi Perret, un ancien Lénise. J'ai fait une formation de spécialisation en structure bois au CHEB, qui est une école à Paris. L'école, c'est le CHEC et le diplôme, c'est le CHEB, donc c'est un Ouais, double diplôme avec l'ENSTIB. ouais, Et j'en sors très grandi parce que c'était une très bonne formation. Et excellente même. Ouais. j'ai eu aussi une bonne formation à Lénise en cinquième année, notamment grâce à Interforêt Bois 42, qui nous a donné plein de cours super sympas. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer. Et donc ma petite question, c'est, vous qui connaissez du coup nos deux cultures et nos deux filières bois en quelque sorte, quels sont d'après vous nos défauts, les choses qu'on pourrait améliorer ou au contraire les points forts quel est votre avis sur notre filière bois? Il y a beaucoup de points positifs, hein. Je dirais qu'il y a une très grosse différence entre l'Europe et, je veux dire, la France, parce que je ne veux pas parler au nom de l'Europe, je ne connais pas tous les pays, mais la France et l'Amérique du Nord. Je pense qu'en France, il y a des cerveaux extraordinaires qui créent des choses complètement incroyables. On le voit dans toutes les réalisations, là, le Concorde, le France. Puis, mais au moment de la commercialisation, on a un petit manque. Puis les Américains, eux, marketing, là, c'est puissant. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils importent beaucoup de cerveaux à la NASA et autres qui viennent de France. Je pense que le volet marketing, mise en marché, c'est pour ça que je me suis permis, c'était pas pour vous vanter ce produit-là, là, je ne vous ai même pas donné son nom d'ailleurs, vous avez remarqué. C'était juste pour vous montrer un modèle d'affaires, mais une fois qu'on a créé quelque chose, faut que ça revienne, puis faut que ça fasse de l'argent, c'est ça la vie des entreprises. Et là-dessus, je pense qu'on a un manque. Ce que je mentionnais en disant que le CLT finalement avait été créé ici, puis que maintenant c'est la France qui est, sans offenser personne, mais un petit peu à la traîne au niveau des bâtiments de grande hauteur. L'Angleterre a un 9 étages, en Norvège ils ont un 14 étages, il y en a un peu partout, il n'y en a pas encore en France. Au moment où je vous parle, pour votre information, il y a un colloque sur les multi-étagers en bois qui se déroule à Bordeaux, dont je devrais être aujourd'hui, qui est un consortium France, Canada, Japon, avec lesquels j'ai le plaisir de collaborer pour ce montage-là et pour partager la connaissance, puis faire une mise au point de tout ce qui se réalise et des embûches réglementaires, techniques qui restent encore. Hein, plus on monte haut, plus il y a de la vibration verticale. Puis c'est un enjeu dont on parle, où chacun fait encore un peu les choses de son côté, mais il faudrait qu'on se le partage. Moi, j'ai ma manière à faire. Il y en a d'autres qui ont peut-être une autre manière, puis je vais apprendre. Ce colloque-là, il y a 1000 personnes qui sont là au moment où je vous parle. Je les rejoins demain matin. C'est extraordinaire. Puis vous voyez, les répercussions de ce colloque-là, c'est que je sais très bien, moi, qu'il y a plein de gens qui ne pourront pas y aller du Québec parce qu'ils n'ont pas la finance, parce qu'ils n'ont pas la disponibilité, parce que le patron ne veut pas, etc. Donc là, ce que je fais dans une semaine, c'est que j'organise ce même colloque-là, mais sur une journée. Et il va se dérouler sur place à Montréal, à Québec, au Saguenay, et dans 3 autres places à distance avec nos systèmes de visioconférence. Et la journée du matin, c'est les meilleures conférences que j'ai pu trouver dans cette semaine-là, parce qu'il y en a des extrêmement pertinentes, puis vous le savez comme moi, il y en a qui nous intéressent moins ou qui sont peut-être moins pertinentes pour notre milieu. Puis l'après-midi, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous, au Québec? Qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? Puis qu'est-ce qu'on a appris et comment on se le partage et on va encore plus loin. Ce petit boulot, là, cet après-midi d'atelier où les gens partagent, plutôt que de garder ça dans son coin, là, je trouve que c'est dur à faire en France. Et là-dessus, j'ai vraiment adoré travailler pour ça au Canada parce que ce n'est pas cette façon-là de fonctionner. Tout le monde s'en ressort grandi quand on partage les connaissances plutôt que de les garder en cachotier. Et donc ce fameux travail d'équipe, je pense que partout, hein, on n'est pas parfait au Québec et au Canada. Nous aussi, on a encore des choses à grandement améliorer, mais c'en est une. La réglementation, l'Eurocode 1995, je pense, il parle de 2020, la prochaine édition. Ça fait long. Donc, oui. 1995, c'est le numéro de la norme, ça n'a Ouais. rien à voir avec la date, mais c'est vrai que ça fait loin la prochaine mise à jour. Ben, 2020, moi, je trouve que c'est trop loin. Euh, donc, nous, on trouve déjà que c'est trop loin qu'on a un nouveau code aux 5 ans ou une nouvelle norme aux 5 ans. Donc, ce qu'on fait, c'est des suppléments.
Donc on incorpore des suppléments. Donc la dernière norme 2014, en 2016, on a fait un supplément. Donc au moment où je vous parle, par exemple, en France, il n'y a pas de norme sur le CLT. Demain matin, un ingénieur veut un outil fiable sur lequel se reposer avec toute bonne conscience pour dimensionner un bâtiment en CLT. Il n'a pas une norme sur laquelle s'appuyer. Mais je pense que c'est un outil qui manque. Donc nous, notre supplément qu'on a sorti en 2016, c'est 50 pages sur comment designer le CLT. Il est dans la norme. On ne va pas le garder pour nous, ça ne va pas être en cachotier dans les firmes d'ingénierie, c'est dans la norme. Voilà comment il faut le faire. Vibration, tout est là. Sécurité incendie, c'est là. Donc, et ça, pour que ça aille vite, ça prend des gens qui s'investissent, c'est sûr, c'est du temps, là. Mais ça fait accélérer les choses grandement parce que ça donne les bons outils aux bonnes personnes. Donc je vous dis, le volet peut-être réglementaire, la vitesse à laquelle ça va, je pense que ça serait à améliorer en France pour aller plus vite. Et ça, c'est le travail, on dit toujours c'est les autres, mais ce n'est pas vrai, c'est le travail de chacun. Vous pouvez participer à des comités, vous pouvez donner votre position, vous pouvez faire un regroupement qui se penche sur une équation et puis donne son opinion technique et ça va aller 2 fois plus vite. Donc le volet réglementaire a été une embûche pour nous. Je pense que je ne vous l'ai pas caché, je vous l'ai dit. 1941, barré à 4 étages, puis après ça, barré à 6 étages. Et, bon, il a fallu défoncer, mais ça permet maintenant d'avoir des 13 et des 18 étages. Donc le volet réglementaire vous freine beaucoup, il est compliqué. Par contre, écoutez, au niveau sylviculture et étant donné la surface de forêt que vous avez à exploiter, moi je trouve que c'est quand même bien fait. Quoique le volet certification PEFC et tout, ça s'en vient, mais ça pourrait aller plus vite. Mais bon, c'est déjà quand même un bon pas. Je suis toujours surpris de voir, puis je peux me tromper, puis ça me fera plaisir de le reconnaître, mais il y a beaucoup de bois séché qui vient d'Allemagne. Vous le faites sécher en Allemagne, votre bois, c'est quoi ça? Ça part en Allemagne, ça revient après, là. Donc, je pense qu'il y a... Et puis, vous avez quand même des formations, l'INSTIB, l'ESB, puis celles dont que tu mentionnais, sont des formations très solides en bois, mais ce n'est pas suffisant. Parce que ces gens-là s'en vont après en production, en commercial. Ceux qui s'en vont vraiment en structure, construction, c'est une partie seulement de ces étudiants-là. Ils ont plusieurs options. Donc, ça passe par la formation, que les ingénieurs en génie civil soient mieux formés sur le bois. Pour moi, c'est un incontournable. Il faut que tu connaisses le bois, l'acier, l'aluminium, les produits composites, polymères. Ça fait partie de ton bagage technique, si tu veux. Il y a des choses qu'on apprend, et on apprend tous les jours, on apprend par la suite, mais c'est une base qui, selon moi, est nécessaire pour son cheminement. Donc là, au niveau formation, mais comme je vous dis, on était là. Avant 2012, il n'y avait pas de formation obligatoire dans le bois, en génie civil, partout à travers l'Amérique du Nord. Donc ça se fait. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous montrer. J'espère que ça vous inspirera un petit peu, mais tout est possible. Quand on le veut, puis qu'on s'entoure des bonnes personnes, puis qu'on travaille ensemble, il n'y a pas de limite, tout est possible. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bon coup ou mauvais coup en France? C'est enregistré toujours? Ouais. Moi, je suis ravi de voir qu'il y a cette collaboration avec l'ENISE. Je vous dirais que j'apprends beaucoup des étudiants qui me sont envoyés. Puis je pense qu'ils apprennent un peu de moi aussi, c'est pour ça qu'ils viennent. Et ça, vous savez, quand je vais en montagne, là, la chose que j'apprécie le plus, c'est les 3 baffes que je me prends par la montagne parce que je suis une petite merde. C'est une belle leçon d'humilité à chaque fois que je vais dans ce milieu-là. Puis j'essaye, je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais un étudiant, c'est un cerveau, c'est une mine extraordinaire d'idées qui, des fois, il va me dire quelque chose qui me fait réagir, mais j'apprends, je la décante, puis j'y repense, puis non, il y a une bonne idée en arrière de ça. Je ne suis pas l'inventeur de ce produit-là. Il y a un monsieur qui l'a fait avant, moi je l'ai juste amélioré. Puis il y a des gens qui en font la continuité. Et ça, c'est tout un travail qui se fait en équipe ensemble. Et c'est pour ça que j'ai terminé par ça. Je pense que... écoutez, que vous soyez tous là aujourd'hui, là, je trouve ça extraordinaire, incroyable. Je ne sais pas si c'est une habitude d'avoir autant de monde à l'ENISE, là, mais dans les conférences. Mais moi, je suis vraiment extrêmement content de voir ça parce que c'est encourageant, là.
Je n'avais pas fait des titres vendeurs, la création d'un produit d'ingénierie, construction bois au Canada, ça aurait pu être un bon québécois bien plate. Là. Mais puis on a une expression au Québec que j'adore, qui est faut que les bottines suivent les babines. Ça veut dire ce que tu dis, il faut que tu le fasses. Et au Québec, on se moque pas mal des diplômes que vous avez. Okay, le diplôme d'ingénieur, c'est important, je ne suis pas en train de renier ça. Mais moi, quand j'ai été embauché par ce président-là, il m'a dit « T'es quoi, toi ?» Ben, moi, je dis « Je suis ingénieur en construction bois. » C'est quoi ça? C'est fait pour aller dans le bois. Je t'embauche, puis tu vas me prouver ce que tu sais faire, puis je verrai si je te garde. C'est comme ça que ça marche. Prouve ce que tu es capable de faire. Moi, j'ai appris le bois avec mes mains avant de l'apprendre avec mon cerveau. Donc, je l'ai travaillé, je l'ai usiné, puis il m'a donné ma chance. Et il n'y avait pas toutes ces barrières qu'il aurait pu y avoir, y compris, comme je vous le dis, quand j'ai été le voir, il dit « J'aimerais ça faire un doctorat ». Je pensais qu'il allait m'envoyer chier, là, en poliment, parce que c'était complètement incroyable là, que je demande de faire ça. Là. La seule chose qu'il m'a dit, c'est que tu le fais sur ton temps à toi. Là. Donc, il finançait mes voyages et mes déplacements en Suisse, puis les prototypes et logiciels que j'avais besoin. Là. Mais par contre, c'était sur mon temps à moi. Là. Donc, il y a cru. Puis, en Amérique du Nord, il y a un mythe, hein, on dit tout est possible. Mais c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, quelqu'un qui veut se lancer dans quelque chose, il peut y arriver. Vraiment, il y a beaucoup moins de barrières. Comment je vous dirais? Je peux vous raconter une anecdote qui est quand même très personnelle, mais on a encore le temps ou je sais pas, vous m'arrêtez quand vous voulez, vous savez comment je suis. Hein. Moi, mon avion, il est juste demain à 8 heures. Là. Je suis arrivé au Québec, personne ne me connaissait, je ne connaissais personne. Puis, j'envoie une quarantaine de CV. En fait, je ne voulais pas rester au Québec. Hein. C'était un voyage de vacances. Hein. J'étais là avec mon sac à dos, avec ma douce, même notre chien. Puis, on s'est promené en stop à travers le Québec. Oh, ça a l'air intéressant. On va rester un peu plus. Je vais essayer de trouver du travail. Puis, pendant que mes CV cheminent, il y en a un qui me répond, il veut me passer en entrevue. Puis, c'était un poste, ça s'appelait ingénieur en conception de fenêtres. Je ne me souviens même pas comment j'avais pu postuler à ça, parce que ce n'est pas moi. Là. Je ne suis pas un spécialiste en conception de fenêtres. Il réclamait 5 ans d'expérience. Puis, je me présente. Puis, il me dit au téléphone, je prends en charge votre véhicule de location, votre hôtel, venez avec votre femme, puis demain matin, rendez-vous au déjeuner, puis on vous passe en entrevue. Et là, moi, je venais d'arriver, et puis je n'avais pas encore compris comment ça marchait au Québec. Mais le déjeuner, là-bas, c'est le matin. Ici, c'est le petit déjeuner, le matin. Les noms des repas ne sont pas les mêmes. Déjeuner, dîner, souper. Donc moi, je suis arrivé à 13h. Mais eux, ils m'attendaient à 9h. Ça part pas bien pour une entrevue. Hein. Donc, là, je suis arrivé, et la secrétaire me regarde, dit « On vous attend depuis 9h ce matin ». Puis là, elle m'explique. Puis bon, écoutez, je suis vraiment désolé. Et elle me dit, j'ai quand même allé voir le directeur et le directeur adjoint s'ils sont prêts à vous recevoir. Là, ils me disent, on est prêts à vous recevoir quand même. Puis ils riaient. Puis c'était drôle, pour eux, pas pour moi. Puis là, l'entrevue commence, puis ils me font parler d'ingénieur en conception de fenêtres. Puis là. Ça a duré pendant une demi-heure. Puis à un moment donné, je me suis levé de la table, puis je me suis mis devant eux, puis je leur ai dit, écoutez, je vous remercie. C'est une occasion extraordinaire que vous venez de me donner de passer une entrevue. Je ne savais pas ce que c'était que passer une entrevue dans le contexte nord-américain. Mais ce n'est pas moi la personne que vous cherchez. Je ne suis pas le génie en conception de fenêtres en bois. Vous perdez votre temps, je perds le mien. Merci, bonne fin de journée, et je m'en vais. Là, la secrétaire part dans le couloir, elle me rattrape et me dit « Revenez, ils veulent vous parler ». Je me remets devant leur bureau, puis là, ils rient, les deux, ils rient, puis moi, je ne comprends encore pas pourquoi. Puis, ils me disent, écoute, nous, la façon dont on embauche quelqu'un, c'est attitude avant aptitude. Donc là, on a fait exprès, puis on savait que tu n'étais pas l'ingénieur en conception de fenêtres qu'on cherchait. Mais si tu nous avais raconté des histoires, puis tu t'étais fait passer pour ça, l'entrevue s'arrêtait là. Puis, ton honnêteté a un peu exagéré, là, nous tourner le dos comme ça, là. Mais on apprécie, maintenant on est prêt à la deuxième entrevue. Et en fait, ils avaient un autre poste en arrière dont ils ne m'avaient pas parlé, qui correspondait exactement à ce que je voulais. Une semaine après, j'étais embauché.
Donc, et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que la transparence, là, ça paye. Finalement, j'ai été ce que je suis, puis j'ai pas ma langue. Là, aujourd'hui, il y a du monde, je suis enregistré, je fais un peu attention. Là. Mais je veux dire, ça vaut la peine de dire les vraies choses. Et dans ma vie, j'ai toujours été comme ça, puis ça a fait que je ne perds pas mon temps, puis je m'entoure que des gens avec lesquels j'ai envie de travailler ou faire des expéditions, et j'ai vraiment énormément de plaisir. Et de toutes les écoles avec lesquelles je travaille en France, c'est celle avec laquelle j'ai le plus beau partenariat, l'ENISE. Ils m'ont invité, c'est eux qui m'ont demandé si je pouvais faire un crochet pour venir. Et c'est eux qui m'envoient le plus d'étudiants, ils croient en ce qu'on fait, puis on essaie de trouver des manières de faire parce qu'il y a encore des choses à améliorer. Et moi, j'embarque à fond, là, go, Monsieur Pellier, Monsieur Perrin, allons-y, comment on trouve des solutions à ces petites problématiques qui nous restent à régler, ça me fait plaisir. Là. Donc, moi, dans l'entreprise où j'étais, personne n'avait le droit de prononcer le mot problème. C'était un mot banni. Okay, et ceux qui avaient du mal, ben, je leur disais toujours, remplace ça par opportunité d'amélioration. Donc c'est long, c'est pénible, mais le message passait bien. Et toutes les idées, je pourrais vous énumérer tout ce qu'on a fait pendant 16 ans, c'est complètement incroyable dans cette compagnie-là, sont venues des autres, qui m'ont transféré. J'ai été un petit peu à l'écoute, puis on a réussi à canaliser l'énergie qu'ils avaient et puis à mettre les bons employés aux bons endroits par rapport à ce qu'ils voulaient faire et qui pouvait se réaliser. Puis ça a vraiment super bien marché. Et ça, c'est ce qu'on appelle chez nous les ressources humaines. Okay, et là, je vais encore m'attirer les foudres de guerre peut-être de quelques personnes, mais les ressources humaines, c'est pas... j'étais VP ressources humaines de 1000 employés, puis tous les employés, je les rencontrais. J'étais pas derrière mon bureau à faire des papiers de santé et sécurité, puis de formation, puis d'administration. Puis ça me puait au nez, toutes ces affaires-là. Mais il fallait que je le fasse, mais je le faisais le soir, mais je consacrais du temps à rencontrer les gens. Et les gens au Québec sont comme ça. L'être humain est important et attitude avant aptitude. Moi, ça m'est resté, ça. Et quand je rencontre mes étudiants, parce que moi, là, je parais peut-être pour quelqu'un qui a l'air à l'aise, mais j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, réservé, et qui n'était pas capable de parler en public. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est comme ça que j'étais avant. Je l'ai développé, cette façon de faire, mais ça se développe. Pour moi, ce n'est pas un talent inné, il y a des choses qui s'apprennent. Il y en a qui ont un leadership plus marqué que d'autres, mais il y a des choses qui s'apprennent, qui se travaillent. Et les étudiants, souvent, on leur inculque le savoir-faire, mais pas le faire savoir. Et tous les projets, là, il faut qu'ils me les fassent devant la classe, devant moi, puis je les démolis. Parce qu'ils ne savent pas le vendre, leur projet. Il est parfait, leur projet, c'est extraordinaire sur papier, ils ont fait quelque chose d'incroyable, mais quand il s'agit de le présenter, de le vendre, puis ça, c'est toute notre vie. Je ne suis pas vendeur, mais il faut se vendre, il faut vendre son produit, il faut vendre sa compagnie, il faut vendre son organisation. Toute notre vie, il faut se vendre un peu avec sa femme. Toute notre vie, on fait un petit peu de vente. Là. On essaye de se montrer, pas sous son plus beau visage, parce qu'il faut rester transparent et soi-même, sinon ça ne marche pas. Il y a des gens avec qui je ne grimpe plus. Ils avaient un masque dans la vie que je ne connaissais pas. Quand on est arrivé, puis qu'ils ont commencé à craquer au premier obstacle, c'est fini, ces gars-là, ils ne font plus partie de mes expéditions. Là. Ce que tu es dans la vie, c'est ce que tu es en expédition dans les pires conditions. Il n'y a pas de face. Là. Et les étudiants, le faire savoir, c'est quelque chose, et ça revient à mon premier point, le marketing aux États-Unis. Le faire savoir, là, même s'ils n'ont pas toute la connaissance, c'est des vendeurs incroyables. C'est vraiment... donc, s'il y avait une chose vraiment beaucoup à améliorer en France, je vous dirais ce que c'est que les ressources humaines dans une entreprise, puis le côté communication. J'ai été un peu long, excusez. Alors, une deuxième question. N'hésitez pas, là, je vais essayer de faire 1 minute par question. Oui, parce que je ne sais pas si on va pouvoir faire beaucoup de questions à ce rythme-là. Mais... Bonjour, Nicolas Mariotti. J'ai un parcours un petit peu atypique, un petit peu comme toi. Je suis parti au Québec à la fin de ma licence pro que j'avais fait dans le bois à Mont-de-Marsan. Et j'ai trouvé une structure pour faire plutôt recherche et innovation, parce que c'est mon dada dans le bois, à l'Université Laval à Québec. Oui.
Donc eux aussi, au début, là, je me suis dit, tiens, il veut qu'on le sollicite un petit peu, qu'on le taquine un petit peu, mais il y a une Vas-y, très bonne vas-y, formation. lâche-toi, comme on dit. Lâche tout. Il y a une Lâche très tout. très bonne formation à l'Université Laval Ouais. sur maîtrise, enfin, bac, ce qui est équivalent à peu près à la maîtrise ici, maîtrise et doctorat, c'est génial, quoi. Bon, bref, ça c'était plus personnel. Non, non, attends, je Mais- vais répondre. Ouais. Non, tu as appris à me connaître, là. L'Université Laval, c'est un programme en génie du bois. Alors là, c'est mon côté provocateur. Entre parenthèses, là, la chaire de recherche industrielle de 5 millions de dollars avec 50 étudiants en maîtrise et doctorat sur la construction éco-responsable en bois qu'on a, c'est une collaboration que j'ai avec l'Université Laval. Et c'est même eux qui en sont les détenteurs. Moi, je suis un co-demandeur, collaborateur. Le CIRSERB, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Mais ce que je veux dire, c'est que je travaille très fortement avec eux. Mais dans ma tête à moi, je reste persuadé que tu as les gens en génie civil qui sont très forts en structure, puis un peu pauvres en bois, au niveau connaissance. Puis tu as les gens en génie du bois, ok. Puis l'Université Laval, mais il y a d'autres institutions. Mais au Québec, c'est l'Université Laval, le génie du bois, qui sont très forts sur le matériau bois, mais tout le temps qui font de la biologie du bois, de la chimie du bois, de la statistique de contrôle de qualité, et j'en passe, ils font pas de structure. Donc selon moi, ils sont forts en bois, Ouais, mais faibles en structure. Puis de l'autre côté, on a des forts en structure et faibles en bois. Là, en ce moment, quand j'ai quitté l'Université Laval, il y avait un prof qui était plus mécanique du bois, qui arrivait à faire venir des étudiants d'architecture. Donc, ils essayent d'engager un lien avec architecture Ouais. bois. Mais Donc ça, c'est pas mal. je vais peut-être Mais te surprendre, oui, mais actuellement, j'ai j'ai 4 étudiants, 3 doctorats et une maîtrise, dont les directeurs sont l'Université Laval, et moi, je suis co-directeur. Donc, je travaille très étroitement avec eux, et pour reprendre ce que tu disais, l'école d'architecture de l'Université Laval a un étudiant qui est en doctorat, et moi, comme ingénieur, je suis co-directeur. Donc tout se fait entre universités, entre ingénieurs, entre architectes, puis moi je suis hyper ouvert à ça, puis j'adore leur programme. La seule chose que je dis, c'est qu'on n'a pas le monde parfait en génie civil, puis ils ne l'ont pas non plus en génie du bois. Voilà. Parce que selon moi, pendant toutes les matières qu'ils font qui n'ont aucun rapport avec la structure, puis on s'entend là, les cours de structure qu'ils font, c'est un petit peu d'acier, à peine du béton, mais quand tu sors en génie civil, tu as acier 1, acier 2, béton 1, béton 2, ils ne l'ont pas fait tout ça. Pas seulement le bois, là. Pour moi, ils ont des lacunes en structure. Donc, bon programme, parce qu'en fait, comment je dirais ça? Les formations comme l'ENSTIP puis l'ESB, eux, ils ont pris le mot bois ou l'Université Laval comme mot-clé, puis à ça, ils ont essayé de rattacher toutes les sciences de l'ingénieur. C'est un petit peu de génie chimique parce qu'il y a des produits de finition, puis de la colle, un peu de génie mécanique parce que l'équipement, un peu de génie industriel parce qu'il y a la gestion d'usine, un peu de génie civil parce qu'il y a de la structure. OK? Puis en Amérique du Nord, on se spécialise très vite, très tôt. Et eux n'ont pas fait ça. Ils ne sont pas accrochés à un matériau. Ils ont été ou ingénieur civil, ou ingénieur industriel, ou ingénieur chimique, ou ingénieur mécanique. Mais le bois, il a disparu là-dedans. Donc, pour répondre à tes questions, c'est un excellent programme. Je ne le critique absolument pas. Même actuellement, si juste en tant que professeur, Lucas, que je voulais faire de la recherche, je me sentirais un peu isolé. Je suis très content de participer à tous leurs programmes. Puis le CIRSERB, la chaire de construction en construction éco-responsable en bois, on est en renouvellement. Puis même, là, je parlais de préfabrication tout à l'heure, on vient de déposer il y a un mois de ça un projet d'1 million de recherche sur la préfabrication, puis je l'ai fait en collaboration avec l'Université Laval et l'Université de Sherbrooke. Mais si on veut vraiment développer à vitesse grand V la structure bois, dans les 2 programmes, il manque. Puis nous, ce n'est pas parfait. Hein. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Nous, on a fait, c'est plus optionnel, c'est obligatoire en génie civil. Puis ce n'est pas juste des cours. Je vais essayer de m'infiltrer dans les autres cours pour qu'ils s'en parlent un peu aussi. Donc, on peut encore mieux faire, puis j'ai encore plein d'idées, mais c'est une étape de plus, je pense. Finalement, en fait, le point que je voulais apporter, c'était, moi je suis plus recherche et innovation dans le bois. Ouais. Et mon ressenti en différence entre Amérique du Nord et France, par Europe, parce que je ne connais pas tout, c'est beaucoup plus facile de monter des collaborations au Canada qu'en France.
Par exemple, ta PME, quand tu as dit que tu voulais faire un doctorat, il t'a dit OK, vas-y. En France, j'ai l'impression que si plusieurs PME se mettent ensemble, ils vont avoir un petit peu peur, alors que le projet pourrait leur permettre d'atteindre de nouveaux marchés et d'être beaucoup plus pérennes et puis plus sereins pour l'avenir. Au Canada, ils n'hésitent pas, quoi. Il y a une opportunité, ils vont la saisir. En France, ils ont peur que leur concurrent va en profiter un peu. Est-ce que tu as le même ressenti? Oui, non, ou pas? j'adhère à ce que tu dis. En France, des fois, on a peur d'avoir peur. Mais j'adore la France, hein. Je dis, c'est une réalité, je pense. Mais aller trop vite, là, comme on le fait, là, des fois, c'est dangereux, hein. Des fois, on va trop vite, nous. Et on a plus. Mais ça, j'aime ça, moi. Quand tu as plus un rôle des fois de frein, attends, à ce point-là, il faut le réétudier comme il faut là, avant que ça se construise. Là. Parce que des fois, on fait la conception à fur et à mesure que ça se construit. Là. Tellement on est poussé. Et ça, là, je trouve ça dur. Là. Ouais. J'y suis passé. Mais en Amérique du Nord, si tu n'as pas de partenaire industriel, ça va être extrêmement difficile d'avoir un financement pour faire de la recherche. Okay, la chaire en construction éco-responsable en bois, 2,5 millions des partenaires, 2,5 millions du gouvernement. Si on n'a pas de partenaire, on n'a pas d'argent du gouvernement. Et donc, on est directement connecté avec l'industrie. Direct. Mais l'université est connectée avec l'industrie. Direct. Et ça, là, pour les étudiants là, qui viennent d'Europe, j'ai un lavage de cerveau à faire quand ils arrivent, parce qu'ils sont perdus avec ça. Parce que, attends, j'ai un objectif dans un doctorat de 3 publications scientifiques. Il faut que je fasse du scientifique. Puis de l'autre côté, j'ai un partenaire qui, lui, son horizon, c'est pas 5 ans, c'est demain. Là, il aimerait ça avoir des résultats. Et dealer avec ça, c'est pas facile. Ben, moi, je trouve ça génial, mais des fois, ça peut être confondant pour certaines personnes parce que si tu as été habitué à faire du fondamental ou à être privé, là, tu es comme entre les deux, puis il faut que tu répondes à la satisfaction des deux. Là. Et le volet scientifique et le volet privé. Là. Alors, je vais apporter ma petite précision. Excellent commentaire, je l'apprécie beaucoup. Hein. Je vais vous apporter ma petite précision également en tant qu'entreprise. Oui. Laurent Rochet, de l'entreprise OBM Construction. On est un acteur majeur de la construction bois industrialisé et modulaire sur une base bois. C'est vrai que je rejoins complètement en tant qu'acteur que chaque acteur travaille individuellement de son côté et communique que rarement avec des confrères pour essayer de pousser en équipe l'ensemble de la filière. Et la filière bois est complètement autonomisée aujourd'hui. Alors elle s'organise avec les interprofessionnels, les Adif Bois, pour porter des projets d'immeubles grande hauteur. Ma question est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'ère numérique du bâtiment qui arrive avec le smart building, le smart city. Et je trouve que c'est une approche, notamment pour les générations qui arrivent sur le marché du travail, assez intéressante, et notamment dans la construction bois, et c'est ce que nous défendons également. C'est-à-dire que l'industrialisation, qui est un point d'entrée obligatoire de la construction bois versus les autres constructions, c'est un petit peu différent, mais une industrialisation numérique dès le départ, qui aujourd'hui peut s'exploiter par toutes les technologies qui existent dans le bâtiment, non seulement le bois, mais les autres qui vont s'additionner, donc les CVC, les fluides, les réseaux, l'électricité, qu'on peut également anticiper dans des systèmes d'information embarqués dans le bâtiment. Comment vous le voyez d'un point de vue numérisation du bâtiment? Est-ce que c'est des choses que vous l'étudiez, notamment tout ce qui est BIM, le Building Information System? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez? Et vous pouvez réfléchir à des leviers pour développer des services qui seront demain à moyenne échéance, on parle de 5 à 10 ans, mais qui vont être importants. Oui, non, je pense avoir saisi. D'abord, j'apprécie beaucoup l'intégration dans l'informatique. Ça évite, en tant qu'ingénieur de structure, là, quand tu as un logiciel, pour prendre l'exemple d'une maison, pour faire ton design de plancher, puis un autre pour les murs, puis un autre pour les trusses, il faut que tu retransposes toutes tes charges, puis tu n'as plus toutes les interactions.
ça prend des logiciels qui soient intégrés, qui fassent tout ça. Je pense que c'est une belle évolution, ça. Puis maintenant, les logiciels s'en vont de la conception jusqu'aux machines à commande numérique, au niveau des langages, pour que ça se comprenne, puis que ça se fabrique. Ça, c'est une belle évolution je ne pense pas que ça reviendra en arrière, c'est un incontournable. Le BIM, je l'avais mis dans mes attributs, là. Puis cette diapositive-là que j'avais montée il y a 2 ans, il n'était pas là. Puis je l'ai rajouté parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, on ne peut pas être partout, mais qu'on avait un train de retard au Québec là-dessus. On s'en va vers ça, mais ce n'est pas assez rapide encore. Et il y a des pays comme l'Allemagne qui sont de très loin en avance sur nous. Donc, du coup, le nouveau projet de recherche qu'on a déposé, les 3 universités, c'est sur justement la préfabrication. Et sur le BIM, on a 4 projets de recherche qui vont se faire, livrables pour les compagnies. Donc, moi, j'adhère à 200%. Vous avez tout à fait... Surtout sur la traçabilité du bâtiment, Ouais. où là, on va pouvoir aller avec la construction bois, de la conception jusqu'à la destruction du bâtiment. Ouais. Et tout ça sur une base numérique. Puis, on enseigne, j'avais cette discussion-là ce matin avec des collègues ici, on enseigne beaucoup le manuel au niveau du calcul ou la compréhension des logiciels. Dans leur vraie vie, les étudiants vont utiliser des logiciels, ok, et vérifier manuellement les sorties de logiciels quand il y a des nouvelles versions pour s'assurer que, ça c'est le rôle de l'ingénieur, que la nouvelle version, elle fonctionne, puis qu'elle n'a pas trop de bugs. Donc ça c'est, en tout cas... Et nous, au Québec... En 2012, on n'avait pas de logiciel qui faisait de la structure bois. Donc, on a fait participer les partenaires industriels. On a été chercher de l'argent du gouvernement en complément. Puis, on a investi dans 2 logiciels, ADA de Greytech, que vous connaissez, pour qu'il ait son module bois selon les normes canadiennes, et SAFI, un autre logiciel, à 1,5 million, pour qu'il soit développé dans leur logiciel, un module bois. Et il fallait qu'on en arrive là. Tu peux enseigner ce que tu veux, si à la fin, il n'y a pas d'outils qui te permettent de le réaliser de façon rapide et efficace, ben, il manque quelque chose encore dans ta boîte à outils, là. Donc, oui, à 200%, c'est un incontournable. Puis de toute façon, la génération C qui s'en vient, ils n'ont jamais vécu sans technologie, donc il va falloir répondre à leurs besoins. Et ça va changer beaucoup la donnée, ouais. Parce qu'il va falloir aller beaucoup plus loin encore là-dedans. Mais le BIM, c'est plus du génie industriel, hein, dans ma tête à moi, moins du génie civil. Sauf ceux qui prennent, j'imagine, la conduite de travaux, ils sont beaucoup plus sensibilisés à ça. Hein. OK. Mais nous, on n'a pas cette branche conduite de travaux dans notre génie civil. C'est pour ça qu'on est moins fort là-dedans. Puis on a vraiment, il faut qu'on travaille là-dessus et c'est ce qu'on fait là. Mais entièrement d'accord. Excellent commentaire. Je vous remercie.